Bonjour, merci de nous rejoindre ou de me rejoindre sur ce workshop dont le thème est « Pour vous rendre visible, saisissez les opportunités réseau ». Je suis Cécile Garofoli, consultante à l'APEC de Bordeaux, avec une spécificité réseaux sociaux, d'où mon intervention cet après-midi. Donc bienvenue à toutes. Est-ce que j'ai un homme ? Non, donc je parlerai au féminin du coup. On est sur le salon professionnel, salon de la reconversion, qu'elle soit au féminin ou au masculin. Sur la partie réseau, ça invite forcément à changer ses repères. Quand on est en changement professionnel, qu'on soit en réelle reconversion ou en changement, évolution, souhaite changement professionnel, qu'est-ce que je fais là ? On a forcément un besoin de retrouver ou de reconstruire des repères professionnels. À quoi servent les réseaux ? Ça sert à se rendre visible et lisible. Ça paraît évident, mais en même temps, je ne sais pas, j'ai un problème de... C'est pas moi. Voilà, je l'ai prise à l'envers, je suis gauchère, désolée. Donc les réseaux, ça sert à se rendre visible et lisible. Si je cherche à évoluer professionnellement dans la même sphère que mes sphères habituelles, je suis généralement un peu, voire beaucoup, visible et lisible. Quand je suis dans une démarche d'évolution pro, de reconversion professionnelle, la première chose à faire, c'est de repérer les moments et les moyens de rendre visible mon projet, mais c'est aussi d'aller identifier des personnes qui pourront m'aider dans cette démarche projet. Bien sûr, l'APEC est un acteur de la démarche projet, mais ce n'est pas l'APEC qui sera votre réseau. Le réseau que vous allez le construire auprès de professionnels des champs que vous allez explorer. Donc une fois qu'on a posé cette idée de mon projet, il est à peu près clair, je sais ce que je veux faire, sauf que personne ne me connaît sur cet axe, eh bien l'idée, ça va être de se rendre visible. Comment on va le faire ? En identifiant des communautés, en identifiant des espaces, des écosystèmes dans lesquels des personnes font déjà le même métier que celui que j'exerce, que celui que je veux exercer, des personnes qui pourront aider mon projet, qui pourront m'aider dans la construction, peut-être, de mes argumentaires, qui pourront aussi être les promoteurs de mon offre de service. Si je travaille comme ça, c'est la base. Et souvent, on ne le fait pas, on ne se dit pas, mais on dit j'ai besoin d'être visible, mais on ne pose pas pour me rendre visible, quels sont les moyens que je vais utiliser. Donc, c'est important de travailler dans cet état d'esprit de où est-ce que je dois être visible. Ensuite, ne pas confondre personnes ressources et personnes cibles. Quand vous allez travailler sur votre démarche réseau, vous allez d'abord identifier des personnes ressources. Et vos personnes ressources, ce seront des personnes qui vont vous aider à faire circuler de l'information, parce que vous avez besoin d'aller chercher de l'information, vous avez besoin d'en donner. Vous allez avoir des personnes qui seront des connecteurs, parce que naturellement, ce sont des gens qui ont un gros réseau et qui pourront, en partant d'une personne, vous connecter à 5 nouvelles personnes. Ça peut être des personnes qui sont des veilleurs, parce que dans leur activité, ils sont très, très riches en informations économiques ou dans les informations dont vous avez besoin pour votre projet. Et in fine, vous allez viser des personnes cibles. Mais les personnes cibles, c'est la personne qui peut vous recruter ou c'est la personne qui peut acheter votre produit, votre prestation quand vous êtes dans une logique de création d'activité. Mais c'est le in fine, c'est-à-dire que ce sont les dernières personnes à viser. Souvent, on veut aller trop vite dans une démarche réseau, alors avec plein de bonne volonté, mais on voudrait vite arriver au recruteur, on voudrait vite arriver à l'acheteur de mon produit ou de ma prestation. Pensez à toutes les autres personnes parce que ce sont elles qui vont rendre visible, ce sont elles qui seront les promoteurs à un moment donné, ou les promotrices à un moment donné de votre projet, qu'il soit salarié ou non salarié.
importante vraiment de faire ce lien sur quand je suis en démarche réseau, je ne vends rien dans un premier temps, je ne propose pas mon CV si c'est de l'emploi salarié, je vais chercher de l'information, je vais chercher de nouveaux contacts. Et d'une personne, je vais chercher à en avoir 10 nouvelles. Installer une démarche réseau quand on est en recherche, quand on est disponible, quelle que soit sa situation, quand on est disponible et qu'on a 5 jours devant soi, c'est quand même formidable parce que ça time le temps. Ce sont des gens que vous allez rencontrer. On a des événements comme aujourd'hui, alors vous l'aviez toutes noté dans vos agendas, c'est formidable. Et puis si la semaine prochaine, il y a 0 événement, le risque c'est que vous rencontriez personne. L'avantage de mettre en place et de structurer une démarche réseau, c'est que vous allez prendre le temps de remplir votre agenda et de vous dire j'ai rendez-vous avec X ou Y mardi à 17h ou mercredi à 14h. Donc vos agendas, quand on est disponible, les agendas soudainement se réinstallent comme un agenda professionnel. Pensez à ça, pensez que les contacts réseau, on va partir de son réseau de proximité, ce qu'on appelle souvent les liens forts, et puis on va aller vers des liens faibles. Et il faut accepter l'idée que faire développer une démarche réseau, c'est aller vers des gens que l'on ne connaît pas. Alors, on ne les connaît pas du tout, et si on ne les connaît pas du tout, peut-être qu'on va chercher des intermédiaires qui peuvent m'aider à accéder à ces personnes que je ne connais pas. On va travailler sur... Alors, les liens forts, c'est quoi? C'est d'abord votre famille et vos amis. Concrètement, ces gens-là, on s'en aperçoit dans une démarche projet professionnelle, ils sont peu aidants sur le projet. Donc, ce n'est pas les bonnes personnes. Donc on va glisser vers des liens faibles. Ce sont des gens avec lesquels, alors les liens faibles les plus forts, c'est des gens avec lesquels j'ai eu des contacts professionnels, ou c'est des gens que je connais peu, mais qui auront déjà une première image de moi et une première acceptation de je peux être dans la situation d'être le contact réseau. Pour que votre contact réseau accepte de vous recevoir, accepte d'entrer en discussion avec vous, il faut que votre démarche soit non agressive, que ce soit une demande que la personne puisse accepter. Si la démarche, c'est j'ai créé mon activité, j'ai des plaquettes de mon activité, je peux vous les donner, est-ce que vous pouvez les distribuer? Les gens vous diront rarement non. Parce que globalement, finalement, on ne sait pas bien dire non. Vous avez tous vécu des process de recrutement où le recruteur s'enterre et même après des entretiens n'ose même pas vous dire que ce n'est pas vous qui êtes retenu. Donc, et des gens qui, quand je suis en démarche de vente d'une prestation, qui n'oseront pas vous dire non, je ne vous retiens pas sur cette prestation-là. Donc les gens ne savent pas dire non. Pensez que la démarche, pour qu'elle soit active, pour qu'elle continue et qu'elle fonctionne, votre demande doit être une demande que l'interlocuteur, l'interlocutrice peut accepter. Si vous me mettez dans une posture de recruteur alors que je ne le suis pas, ça ne va pas fonctionner. Si vous me mettez dans une posture, au contraire, de vous Cécile, vous connaissez, vous savez, vous pouvez m'aider sur un champ sur lequel j'ai eu effectivement une capacité d'intervention. Alors non seulement je vais pouvoir le faire, parce que dans un principe de relations sociales, les gens sont plutôt aidants, et puis en plus, vous me valorisez. Posez-vous la question de pourquoi les gens me diraient oui. Souvent, on me dit mais oui, mais pourquoi est-ce que la personne me recevrait? Pourquoi la personne accepterait un contact réseau? C'est d'abord parce que vous me valorisez. Puisque vous me demandez quelque chose, c'est que vous me reconnaissez une valeur professionnelle au regard de votre demande. Donc la première chose, ça flatte mon ego.
Alors, je ne le dis pas comme ça et je ne le dis pas consciemment, hein, mais concrètement, vous flattez l'ego de la personne que vous sollicitez sur votre contact réseau. Si vous avez bien évalué ce qu'il ou elle peut apporter, si vous avez bien évalué que moi, je ne peux pas vous acheter votre prestation ou je ne peux pas vous recruter et que vous me demandez quelque chose pour lequel j'ai effectivement un pouvoir d'action. Ça paraît parfois insurmontable et donc ce qu'il faut faire au départ, c'est démarrer par des contacts peu engageants, des contacts simples. Et du réseau, il y en a partout. Donc, si vous n'êtes pas immédiatement sur des contacts cibles hyper stratégiques, vous allez pouvoir rencontrer, vous allez pouvoir discuter, échanger, partager. Et après, c'est comme le vélo ou le ski. Les premières fois, on n'est pas très à l'aise. Et puis, une fois qu'on a rencontré 5 personnes et qu'on a commencé à faire sa démarche et qu'on se rend compte qu'on ne s'est pris ni porte, ni mauvaise réception, eh ben, ça peut devenir rapidement addictif. Il faut y croire, il faut oser. Et puis, du réseau, il y en a ici. Vous êtes nombreuses dans cette salle, je ne sais pas bien vous évaluer, vous êtes au moins une cinquantaine, j'imagine. Vous avez ici autant de contacts possibles. Il y a quelque chose qui vous réunit cet après-midi ou sur ces 2 journées de salon, c'est le projet professionnel, la modification, la transformation de votre vie professionnelle, que ce soit sur de la reconversion ou salarié ou création d'entreprise, vous avez tout ça au cœur. Et puis vous avez rencontré des acteurs et des actrices ici sur différents thèmes. Ce sont autant d'acteurs et de personnes que vous pouvez contacter dans le cadre de votre projet professionnel et utiliser comme des acteurs du réseau. J'ai écrit que sur le réseau, il faut savoir donner pour recevoir. Et ça, c'est une vraie question. C'est un vrai frein. Alors, je ne sais pas si... J'avais Ariane en animation ce matin, je ne sais pas si elle est toujours là ou si elle est partie. Ariane me disait, à ma pause d'animation, me dit, mais souvent, le frein, c'est que moi, je suis en recherche d'emploi et que du coup, j'ai rien à donner aujourd'hui. On a toujours à donner. On a toujours à donner. La personne qui va vous recevoir va prendre le temps. Donc, elle vous donne du temps, elle vous donne de la valeur de son conseil, des informations qu'elle va vous donner. Mais vous, en échange, vous lui donnez aussi beaucoup. Parce que vous lui donnez de la reconnaissance, première chose. Vous pouvez lui donner de la visibilité. Pensez que aller remercier quelqu'un, c'est lui donner de la visibilité. Pensez que si cette personne, elle a un compte sur LinkedIn et que vous êtes allé sur son compte LinkedIn, que vous vous êtes connecté avec cette personne-là, vous pouvez lui faire une recommandation, vous pouvez aller valider ses compétences, vous pouvez donner. Il faut être dans cette logique de qu'est-ce que je donne. Si j'y vais juste pour prendre, parce que je vous ai contacté, vous, que je prends, que je vous ai dit merci à l'issue de l'entretien, et puis qu'après je vous ai oublié, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnera 1 fois, 2 fois, ça va être extrêmement compliqué. Mais par contre, vous pouvez me donner beaucoup plus. Parce que vous pouvez donner de la visibilité à mes activités, parce que vous pouvez également, dites-vous, quand vous êtes en démarche de recherche, et quand vous êtes disponible, vous êtes en veille. Quand vous avez un projet de reconversion professionnelle, il faut aller chercher de l'information partout. Donc vous êtes en veille beaucoup plus que la moyenne des gens. Et toute cette veille, vous pouvez la faire pour vous et rien que pour vous. Mais c'est une veille que vous pouvez aussi partager. Un petit peu, beaucoup. Vous avez lu un article et vous vous dites « mais la personne qui m'a reçu la semaine dernière, cet article-là peut l'intéresser », eh ben, je lui envoie. Et en activité, on a rarement le temps de faire sa veille. Et même si la personne l'a déjà vu, votre article, l'article que vous lui passez, de toute façon, elle a à l'esprit qu'au moment où vous lui transmettez l'info, vous lui donnez quelque chose, vous avez pris le temps de faire, de penser à elle au moment où vous lisiez et de lui transférer. Donc, le don, le cadeau, voilà, il faut toujours se poser dans cette optique-là de qu'est-ce que je donne, on m'a donné du temps, on m'a donné de la valeur, quelle valeur je donne au conseil qu'on m'a donné.
Et puis demain, c'est aussi quelqu'un que je pourrais connecter avec quelqu'un d'autre, parce que quand je suis reçue en entretien, alors petite précision, le réseau c'est tout le temps, et le réseau c'est essentiellement, quand vous pouvez, ce sera essentiellement en face à face. Si vous pouvez, si vos contacts sont sur Bordeaux, proximité de Bordeaux, essayez toujours de solliciter de l'entretien physique. On retire toujours plus d'informations d'un entretien physique. On y passe plus de temps qu'un entretien téléphonique. Évitez les écrits. L'écrit, il peut servir à l'accroche, il peut servir pour identifier. Mais après, évitez de demander à des gens de vous faire des messages, que ce soit un mail, une messagerie sur LinkedIn, peu importe. L'écrit, c'est super engageant, ça prend du temps, il faut se relire. C'est trop complexe et ça demande trop d'efforts. Proposer à quelqu'un de le rencontrer sur un temps de 15 minutes pour partager un café, c'est tout à fait jouable. Et ça fonctionne. Et en plus, en général, on a proposé 15 minutes et on y a passé 30 minutes, voire 1 heure, voire un petit peu plus. Mais je ne dois pas faire peur, donc je ne dis pas que je voudrais avoir 1 heure d'entretien. Et puis, je dois revenir à, c'est pas un recrutement déguisé, hein. Je suis pas en train d'essayer de capter un recruteur et de lui faire croire que je fais un entretien réseau parce que dans le cadre de mon projet de reconversion professionnelle, j'ai besoin de lui ou d'elle pour valider mes choix, mes orientations, les représentations métiers que je peux avoir ou les représentations d'un secteur que je peux avoir. Je suis vraiment au clair sur cette personne que j'ai identifiée. Je sais qu'elle peut m'apporter cette information-là, et cette information-là, c'est pas « elle peut me recruter ». Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait un grand pas. Une fois que vous avez rencontré, que vous avez physiquement été rencontrer 1 personne, 2 personnes, et que à chaque fin d'entretien, vous avez dit c'est génial. Les infos que vous m'avez données, c'est super, je vais synthétiser tout ça, c'est super. Et compte tenu de tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous pensez à 2 ou 3 personnes nouvelles que je pourrais contacter de votre part ? Et c'est comme ça que la chaîne démarre. C'est que les premiers sont un peu compliqués à trouver, mais les 2e, les 3e, les 4e, ils se font parce que je suis recommandée. Et mes liens faibles, ils fonctionnent comme ça. C'est la personne qui m'a recommandé, et parce que j'appelle de la part de Nathalie, alors forcément, en tout cas, j'optimise les chances que la personne suivante me reçoive en entretien. Alors il faut y croire, et c'est pour ça qu'au début, il faut le faire avec des gens de proximité. Pas forcément des gens que vous connaissez super bien, mais ça peut être des gens que j'ai croisés sur un salon. Mais quand je dis identifier vos moments réseau, des moments réseau, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, à propos du rallye des pépites du 4 avril, qui m'a dit « Ah, c'est une copine du sport qui m'en a parlé ». Le club de sport est un lieu réseau potentiel. Les crèches sont un excellent lieu réseau. Alors ça dépend de nos âges, nos générations. Mais pour les plus jeunes d'entre nous, vous, pensez que la crèche est un excellent moment réseau, parce que si vous emmenez votre enfant à la crèche, c'est qu'a priori, soit vous êtes en poste, que votre conjoint, s'il y a conjoint, il est en poste, ou pas, mais en tout cas, il a un métier, il a un secteur de connaissances, et donc, du coup, ce sont d'excellents moments pour identifier des personnes, pour aller chercher de l'information. Et puis, progressivement, vous irez peut-être sur des contacts de clubs d'entreprise, de moments ou d'organisations plus institutionnelles, et qui semblent, dans un premier temps, plus compliqués à contacter. Mais pensez que les hasards, on les provoque. Si vous pensez que ça n'est pas possible, et que le fait de dire ça n'est pas possible me cloue au sol et m'empêche de prendre des contacts, alors ça ne fonctionnera pas. Si je crée les hasards, parce que je suis venue 2 jours aujourd'hui alors que je ne savais pas trop ce que je pouvais venir chercher, je crée les conditions de rencontre. Si j'ai discuté dans une salle 5 minutes avec la personne d'à côté parce que je ne la connaissais pas et qu'on avait 5 minutes à perdre, ça crée les conditions de la rencontre, et de se dire que souvent, on a quand même souvent cette expression de « le monde est petit ». Bah oui, le monde est petit, on s'en aperçoit tout le temps. Entre nous et n'importe qui dans le monde, il y a au maximum 4,5 contacts.
On va dire 5 pour ne pas couper quelqu'un en deux, mais au maximum. Ce matin, j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui a dit oui, c'est 6 ou 7. C'était 6 ou 7 au siècle dernier, mais en 2020, avec l'accélération des outils et des moyens de communication, on est plutôt autour de 4. Donc entre vous et votre recruteur, vous et votre acheteur, il y a maximum 3 à 4 contacts. Donc c'est pas tant que ça. Il faut oser. C'est la première chose, il faut oser. Et puis, j'ai écrit « Identifiez vos moments réseau ». On n'est pas tous égaux par rapport à ces démarches-là. On n'est pas tous égaux ou pas toutes égales. Pour certaines ou pour certains, ça va être assez facile. Et pensez pas que les profils commerciaux sont de meilleurs réseauteurs que les comptables, par exemple. Pourtant, on peut le penser, un profil commercial est plus extraverti souvent. De toute façon, du contact, il en fait tout le temps parce que ça fait partie de ses savoir-faire. Pour autant, quand il s'agit de soi, quand il s'agit de son projet, quand il s'agit de se mobiliser pour son action, ça devient tout de suite beaucoup plus... Enfin, pour un certain nombre, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, cette posture-là de quels sont les moments, à quel moment est-ce que je me sens à l'aise. Il faut les identifier, il faut partir de vous, et il ne faut pas partir de vous parce qu'il y a une consultante ou une conseillère ou un conseiller qui vous a dit « faut le faire ». J'adore les gens qui vous disent « faut faire du réseau ». En général, moi je dis allez regarder la posture réseau, puisque maintenant on a des réseaux sociaux, allez regarder la posture de réseau de la personne qui vous a dit faites-le, de manière un peu impérative et un peu supérieure souvent, et vous verrez que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc partez de vous et de ce que je suis. Si j'ai horreur des moments, des événementiels, parce qu'on va vous dire participer à des after-work. À Bordeaux, vous pouvez participer à des after-work 1 à 2 fois par semaine toute l'année. Mois d'août interrompu, mais sinon toute l'année vous avez des événements tout le temps. Sauf que si vous n'êtes pas à l'aise sur ces moments-là d'y aller et d'entrer en communication, je peux vous dire faites-le, vous ne le ferez pas. Et vous aurez raison puisque ce n'est pas un moment confort pour vous. En revanche, vous ne le ferez pas seul. Mais questionnez-vous, si j'y vais avec ma copine, avec ma voisine, avec ma collègue de travail, est-ce que finalement c'est quelque chose que je suis capable de faire si on est 2 ou 3? Moi, je suis arrivée un petit peu en avance. J'ai croisé des cadres que je vois au centre APEC en ce moment et qui m'ont dit « Ah, mais on est 2 ou 3, on est venus ensemble ou on s'est retrouvés. » Et c'est ça qui est magique, c'est que finalement, seule, elle n'aurait peut-être pas osé, ou elle serait venue passer 1 heure et puis elle serait vite repartie. À plusieurs, on est meilleur, on est plus forte ou on est plus fort. Donc, il faut identifier les moments. Si je suis plus facile dans la relation individuelle, je vais aller dans la relation individuelle. Bon, il y a un truc à un moment où vous ne pourrez pas y couper, c'est la relation téléphonique. C'est que des fois, il faudra décrocher son téléphone pour appeler la personne que je veux rencontrer et lui demander, la solliciter sur j'aimerais vous rencontrer, j'ai besoin de vous rencontrer. Mais ça se travaille, il y a des argumentaires pour ça, pour apprendre à finalement embarquer la personne dans un entonnoir qui fait qu'elle ne pourra pas vous dire non. Il y en a une qui vous dira non, mais la suivante, elle vous dira oui. À l'APEC, on vous accompagne là-dessus. On a des ateliers. Pôle emploi le fait très certainement aussi. Et puis, toutes les structures qui accompagnent les projets professionnels le font. Donc, oui, au début, c'est un petit peu difficile. Et puis, on se force. Et puis, on s'aperçoit que la première fois qu'on l'a fait, on n'a peut-être pas été bon ou bonne. Et puis, la deuxième fois, on a un entretien. Et des fois, on raccroche en se disant « Oh, comment c'est possible ?» On m'a dit oui. Donc c'est sur ces démarches-là, faites, voyez que ça fonctionne, et parce que ça a fonctionné 1 fois, 2 fois, la 3e fois, je suis super à l'aise pour le faire. Donc pensez bien à ces éléments-là. Pensez que l'entretien de face à face, il est intéressant parce qu'on y passe souvent plus de temps, puis c'est celui qui génère aussi le plus de confiance. Et puis quand je vais vous questionner, parce que vous m'avez accordé un entretien, je vais aussi parler de moi. Puis, bien entendu, je vais parler de moi et de mon projet, de mon besoin, mais je vais aussi m'intéresser à vous, qui me recevez, qui prenez le temps. Ok. Et peut-être que dans la présentation, je vais me rendre compte que moi aussi j'ai de l'information, que moi aussi je peux aider à la personne qui m'a reçu. Donc on n'est jamais à sens unique.
Je voulais juste terminer, et puis après je vais laisser place aux questions s'il y en a, par un exemple de mon début d'année, d'un monsieur qui m'a souhaité ses vœux sur LinkedIn et qui m'a dit « Je crois qu'on s'est rencontrés en 2002 à l'APEC ». Eh bien oui, on s'est rencontrés en 2002 à l'APEC et je crois moi très bien me souvenir de l'entretien qu'on a eu où il m'avait dit, il venait du secteur de la pharmacie, il voulait en partir et la démarche réseau, c'était vraiment pas son truc. Et je me souviens très bien de ça va pas marcher et qu'un jour il est revenu en me disant en fait ça commence à marcher parce que j'ai discuté avec mon voisin qui m'a proposé de rencontrer une personne. Bref, au bout de 80 contacts réseau, il a trouvé un job où il a passé, il devait déjà être senior, il devait déjà avoir 50 ans, où il a passé toute sa fin de carrière et là il vient de prendre sa retraite et il prend sa retraite et qui est-ce qu'il retrouve sur LinkedIn, sa consultante de 2002 et qu'il retrouve sur LinkedIn et c'est à ce moment-là, au moment de sa retraite, qu'il me trouve sur LinkedIn. Donc pensez à ça, c'est les hasards de la vie font que les rebonds, enfin nos vies professionnelles sont longues et qu'il ne faut pas juste penser à la semaine prochaine. Il faut penser dans le temps. Et maintenant, je vais vous laisser du temps. S'il y a des questions, il y a un micro qui peut circuler. Est-ce qu'on peut commencer une démarche réseau un peu trop tôt? Est-ce qu'on peut faire des erreurs de ce côté-là? Je pense que c'est jamais trop tôt. Il suffit de dire je suis pas prête. Il suffit de dire je suis pas calée. Il suffit de dire je me questionne. Aujourd'hui, je sais ce que je recherche n'est pas complètement défini. Et vous pouvez m'aider à clarifier et à descendre dans mon entonnoir. D'accord. Et 1 an et demi après, par exemple, on peut recontacter cette même personne en lui disant voilà, j'avais eu plaisir à parler avec vous, maintenant je suis un peu... C'est pas choquant de... Non. Non, si vous avez des choses nouvelles à lui dire. Oui, oui. Si, parce qu'en 1 an et demi, vous n'avez pas fait du statu quo. Ou si vous avez fait... Bien sûr, c'est que justement, on avançait dans le projet et qu'on veut continuer le réseau qu'on avait commencé à... bien entendu. Et puis moi, vous m'avez contacté il y a 1 an et demi. Je vous ai donné une information, puis vous avez commencé, vous l'avez travaillé, puis vous êtes peut-être toujours pas complètement sur la finalisation, mais vous avez progressé. Donc si vous revenez 1 an et demi ou 6 mois ou 1 an après en me disant grâce à vous et grâce aux autres contacts, voilà où j'en suis, voilà comment j'ai progressé, j'ai avancé, c'est super valorisant, c'est super plaisant. Vous n'imaginez pas le plaisir que l'on peut avoir aux gens qui viennent nous dire merci, enfin qui viennent dire merci dans du réseau. Et vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai eu à retrouver ce monsieur qui, 17 ans après, c'est un vrai plaisir de se dire tiens, oui, ça a fonctionné et ça a été tellement important dans sa vie pendant 17 ans, on n'a pas été en contact, mais ça a été, il prend sa retraite. Et il a des activités maintenant, autres. Et il se souvient de moi. C'est un super plaisir. Donc, 1 an, 18 mois, 17 ans, pas de problème. Ok, cool. Bonjour. Bonjour. Il est quand même important, c'est une question de bien choisir son outil réseau social avec tous ceux qui existent. Et de ne pas passer par quelque chose qui n'est pas adapté en fonction de notre demande. Comment on affine Alors, de toute façon, les outils, ce n'est pas l'objectif, c'est le moyen d'identifier des gens. L'outil, aujourd'hui, réseau social le plus fonctionnel, celui qui fonctionne le mieux, c'est LinkedIn. Voilà, je n'ai pas d'action chez LinkedIn, mais aujourd'hui, c'est celui-ci. Et puis après, ce matin, j'avais un designer industriel, j'ai dit, mais Instagram, ça devient important, parce qu'Instagram, c'est de l'image, et que pour ce que vous faites, c'est important. Donc, LinkedIn, oui. Et puis nous, nos clients de l'APEC, on est en train de leur créer depuis 1 an et demi un réseau privé, et donc ça peut être super important de commencer dans un réseau privé parce que plus de bienveillance, parce que plus de réponses, et puis qui après permet de faire des rebonds ailleurs, mais vous n'aurez jamais le mauvais outil. Mais ce qui est important, c'est d'identifier où se trouvent mes contacts potentiels. Parfois, ils sont pas... Maintenant, sur LinkedIn, il y a quand même beaucoup plus de monde. Il y a encore des gens qui me disent « Oui, mais mes contacts n'y sont pas. » L'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui cherchait plutôt collectivité territoriale et qui dit « Je ne les trouve pas. » D'accord, il va falloir aller les chercher ailleurs. Et LinkedIn n'est jamais que l'outil qui permet d'identifier les gens avec qui prendre contact. Et puis après, il va falloir agir sur la démarche individuelle et de prospection individuelle. Mais vous ne grillerez jamais rien.
Pensez à ça, je l'ai encore entendu cette semaine, je ne voudrais pas griller des cartouches. Moi, depuis 18 ans que je suis à l'APEC, je pense que je pourrais avoir un mur de cartouches non cramées, non grillées, parce que si tout le monde m'amenait le contact qu'on n'a pas osé prendre pour surtout pas griller une cartouche, je pense que je pourrais avoir un mur de cartouches. Mais c'est autant de... Parfois c'est réel, parce que c'est pas la bonne cartouche, mais souvent, c'est des contacts que du coup, on aurait dû prendre. Je vous remercie de votre attention.